à cette entrevue inspirante avec une femme de passion qui croit fondamentalement que tout est possible. Je suis Sonia Bellil, chargée de projet, et je suis accompagnée par ma collègue Ethel Côté, experte en développement stratégique à l'Association des communautés francophones de l'Ontario, Stormont Dundas et Glengarry. La QSDG est un organisme rassembleur de Stormont Dundas et Glengarry. Elle offre des services communautaires, culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Avant de débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège aujourd'hui d'être sur un territoire ancestral mohawk et que nous voulons reconnaître toutes les contributions des Autochtones dans le passé, le présent et le futur. Et parce que nous sommes en virtuel, nous rendons hommage à tous les peuples autochtones à travers le Canada. Niawen. Lucie Pagé est née en Nouvelle-Écosse. Elle a transité par l'Ontario et le Québec avant d'aller vivre en Afrique en 1990. Journaliste, militante, réalisatrice, productrice et écrivaine, rien que ça, elle a travaillé durant plusieurs années en tant que journaliste et recherchiste pour diverses émissions de Radio-Canada, à la radio et à la télévision. Elle a été correspondante pour Radio-Canada ainsi que pour d'autres journaux et revues durant toute l'ère Mandela, 1990 à 1999, c'est-à-dire. Elle a également réalisé et produit plusieurs documentaires, notamment sur la violence faite aux femmes et sur le champ de libération d'Afrique du Sud. Elle est mariée à Jane Naidoo, ministre au cabinet de Mandela, et a 3 enfants. Ses romans, témoignages et essais sont vendus dans plusieurs pays. Marie Lumière est son 4e roman et son 8e livre. Lucie Pagé, bonjour. Elle a juste oublié un petit détail. Oui, ben c'est le temps. J'ai aussi 3 petits-enfants. Okay. Oh donc, là. un qui vient d'arriver il y a 10 jours. Là. Ça fait que, oui, je suis une grand-maman. Hey, 3 petits-fils en plus. Wow! C'est un message pour élever nos hommes de la bonne façon. Ben, c'est super. Ben, mon Dieu, félicitations aux parents, aux grands-parents, mais aussi bienvenue dans ce monde, hein, ce 3e petit papousse. Lucie, ça fait longtemps que j'attends ce moment de rencontre avec toi. On se suit sur la toile. Moi, tu m'impressionnes depuis très, très longtemps. Je suis tes écrits, j'écoute tes entrevues, tu viens aux différents salons du livre. Et c'est le fun que tu nous ramènes dans la perspective que oui, t'es maman, oui, t'es grand-maman. Puis je me demandais sous quel angle qu'elle pourrait vraiment nous raconter qui elle est. Puis je me suis dit, mais si je lui demandais de se tourner vers son petit-fils et qu'elle avait à raconter à son petit-fils sa trajectoire de vie, les moments forts qui t'ont transformée, qui t'ont créé la femme que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un de tes 3 petits-fils en racontant ton histoire? Oui, quelle question est-elle? Aïe, aïe, aïe. Ben moi, le centre de ma vie, c'est mes enfants, mais c'est aussi mon travail. Je pense que une bonne réponse, parce que j'en aurais 12, c'est quand je suis allée en Afrique du Sud la première fois en 1990, quand Mandela a été libéré de prison, et puis je l'ai interviewé, puis j'ai interviewé Jane Naidoo, qui est devenu mon mari, puis père de mes enfants, mais je ne fais pas ça que toutes les entrevues, là. Les mariés pour avoir des bébés, là, lui, c'était spécial. Puis, tu sais, je veux dire, vivre cette époque-là. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que parce que j'allais vivre en Afrique du Sud. Pourquoi? Ben, il me fallait 2 raisons. Parce qu'être en amour avec un homme, c'était pas assez. Parce que l'amour, c'est pas assez. Il faut d'autres choses. Et puis, c'était le travail de mes rêves, mais juste avoir le travail de mes rêves, ça n'aurait pas été assez. Parce qu'il faut d'autres choses dans la vie aussi. Mais il y avait les 2 choses principales de la vie, l'amour et le travail. Le travail, c'est la passion. C'est moi, c'est ma passion, c'est ce que je fais. J'exprime la passion avec laquelle je suis née. Puis la famille, ben, c'est la base, c'est les racines. Donc, tu as les racines, tu as l'arbre, puis tu as les feuilles, puis tu peux t'amuser, mais il faut ces racines-là qui sont mes enfants, ma famille, mes petits-enfants maintenant, qui ont chacun leurs propres racines, qui tient mon arbre. Parce que j'apprends autant d'eux que moi, ben oui, je leur montre à attacher leurs souliers, à faire ci, à faire ça. Mais eux autres, ils me montrent à regarder une fourmi pendant 10 minutes. Ils me montrent à s'asseoir dehors puis regarder les nuages. Oh, il m'appelle Aya. Aya, c'est grand-maman en hindi, en tamoul. Aya, regarde, c'est un lapin dans le ciel. Oh, on attend un autre animal. OK, on attend un autre animal. Ben, ça fait 2. Fait que c'est de prendre le temps de vivre
Moi, j'ai été impatiente toute ma vie. Peut-être parce que je bouge vite, je marche vite, je fais tout vite parce que tant à faire, puis je suis tellement passionnée, je veux en faire plus, puis j'ai jamais assez de minutes dans ma journée. Mais mes petits-enfants m'ont appris à prendre le temps de regarder la vie passer parce que c'est ça qu'on manque. Parce qu'on vit hier, puis on vit demain. On ne vit pas aujourd'hui, on ne vit pas en ce moment. Parce que le présent est éternel, on a juste à vivre dedans. Donc, ce sont mes plus grands, c'est mes zen bouddhistes. Mes petits-enfants sont zen bouddhistes. Ce sont mes gourous en ce moment. Particulièrement le plus vieux, qui va avoir 3 ans dans 2 semaines. Là, j'ai assisté à sa naissance, à la maison, tout ça. Donc, je dirais à mes enfants, à mes petits-enfants, ta grand-maman a fait ce que son cœur lui dicte. Des fois, il faut qu'elle bouge des montagnes. Des fois, elle fait tomber des barrières, mais c'est tout pour le meilleur, pour une meilleure vie pour toi, mon coco, parce que je t'aime. Et puis, je pense qu'il faut trouver cet équilibre-là dans la vie. On ne peut pas juste tout donner à sa famille ou tout donner dans le travail. Il faut cet équilibre-là. Il faut les racines puis les feuilles. C'est ça que ça présente. C'est ça que je dirais. Et entre la famille, c'est génial de t'écouter, mais entre la famille et le travail, où elle est Lucie, où elle est la personne, où elle est la femme qui chemine, puis qu'est-ce qui a fait en sorte, c'est le travail, l'amour et tout ça qui t'a amené en Afrique, mais hey, tu allais en Afrique dans un moment où c'était pas facile, l'Afrique du Sud, là, puis tu étais une jeune femme blanche qui arrivait dans ce pays-là avec tout ce tumulte. Comment ça s'est vécu? Qu'est-ce qui a fait en sorte, oui, amour, travail, comment tu l'as fait, ce saut-là, puis comment tu l'as vécu au quotidien après ça, quand tu te retrouves là et que tu le vis au quotidien, tout ce qui se passe autour de toi. Tu peux nous raconter, parce qu'on peut pas l'imaginer, on est, tu sais, comme on a vu des choses à télé, on a vu plein de, tu sais, c'était au quotidien, il y avait des nouvelles, il y avait des photos, on voyait du monde tomber, on voyait du monde se relever, on voyait du monde marcher avec Mandela ou soutenir Mandela. Mais toi, tu le vivais comment au quotidien? Je suis tombée souvent, moi aussi, mais je me suis relevée. Au quotidien, c'est une bonne question, elle, qui pose des bonnes questions, elle. Moi, depuis que je suis toute petite, je savais que, je me souviens quand j'avais 7 ans, j'ai dit à ma mère, quand je vais être plus grande, je vais écrire dans les journaux. Pourquoi j'ai dit ça? Tu as 7 ans, tu le sais-tu ce que tu vas faire? Puis, bon, fait que, ben, c'était un peu ça. J'ai été longtemps en thérapie, là, 30 ans. Et presque autant d'années, 3 décennies d'antidépresseurs. Ça fait que c'est sûr que ça n'allait pas bien. C'était pas génial. Sauf que peut-être je me cachais, te dis, elle est où, celui-ci-là? Elle est cachée derrière le tronc d'arbre, l'écorce. Parce que quelqu'un que j'ai toujours eu peur de déranger les autres, toujours peur de prendre la place, le syndrome de l'imposteur. Tu sais, j'ai tout vécu ça, puis j'étais hyper gênée. Mais tu me donnais un micro dans les mains ou une plume, puis là, ben, c'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre, c'était une histoire. Fait que là, j'avais tout le cran du monde. Donc, essayer de comprendre ça. Si c'était pas pour moi, j'étais capable de le faire. Si c'était pour moi, c'était pas important. S'il n'y a personne à la maison, pourquoi faire à manger? C'est juste moi. Ah, il y a une personne. Ah, écoute, le repas, je passe 2 heures dans la cuisine. Alors, ça a été. Et puis, les petits-enfants, je pense que c'est ça, c'est l'apprentissage à me regarder, prendre le temps pour moi aussi. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide de thérapeutes et tout ça pour passer au travers parce que les gens pensent, ah, Lucie Pagé, elle est forte ici. Oui, forte et courage, oui. Ça, je peux le dire. Forte, oui. Mais peureuse aussi. Insécure. Zéro confiance en soi, ça a changé beaucoup là, dans les dernières années. Zéro confiance en soi. Donc, il faut l'aide quelque part. Puis j'avais un mari, j'ai toujours un mari qui est extraordinaire, qui n'a jamais connu la dépression, lui. Et qui a connu ça, c'est-à-dire jusqu'à il y a 2 ans à peu près, là, il a fait une dépression majeure avec un burn-out, parce que moi, c'est courant dans ma vie faire des dépressions. Et le burn-out, je l'ai fait une fois, ça a duré 2 ans. Ça, c'est grave, un burn-out. Justement parce que je n'avais pas le temps. Donc, j'ai eu de l'aide, beaucoup de l'extérieur, mais c'était toujours ce qui me motivait, c'était de voir les autres souffrir, les femmes surtout, les enfants. C'est ça qui me motivait à agir le matin, parce qu'elle, elle souffre. J'étais dans un pays où c'est un des plus hauts taux de viol au monde dans ce temps-là.
Je ne pouvais pas, moi, ça me brisait le cœur de voir. Puis là, quand j'avais commencé à voir, qu'est-ce qui a été fait sur le viol, par exemple, en Afrique du Sud, rien, parce que c'est juste des femmes noires qui sont violées, ou à peu près 95%. Contrairement à la violence domestique aussi. Il y a autant de blancs, de noirs, d'Indiens et de métis. Donc, c'était de voir l'injustice, c'est ce qui m'allumait, puis j'avais l'aide. Maintenant, ce qui a changé énormément, c'est après c'est d'ailleurs mon dernier livre, Marie Lumière, où après, quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit, en fait, j'avais 55, j'ai dit, il doit y avoir d'autres choses en vie d'aller en thérapie, de prendre des pilules, ça n'a pas d'allure. Et puis, j'ai fait des vipassanas. C'est des méditations silencieuses. J'ai fait une en Inde, une en vipassana en Afrique du Sud, mais encore, ce n'était pas assez parce que tu as la tête qui tourne, puis tu ne sais pas comment aller à l'intérieur de toi-même. Puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est soit ça ou le suicide. Je suis très, très franche, là. Puis le suicide, c'était quelques tentatives dans ma vie aussi. J'ai plusieurs membres de ma famille qui sont morts du suicide. Donc, je transporte une génétique qui n'est peut-être pas particulièrement facile au niveau de la production de sérotonine, je ne sais pas trop. Fait que, alors, j'ai fait des vipassanas, puis sur ma route un jour, je pense que c'était une bénédiction, j'ai une forme de ménopause mortelle, puis maintenant, où j'avais des chaleurs des chaleurs tellement puissantes que j'en vomissais, entre 70 et 75 chaleurs par jour. Ça fait que la dernière fois que je ne pouvais pas rien prendre, j'avais pas dormi pendant 116 heures et j'avais perdu 5 kilos dans ces 5 jours-là. Parce qu'il n'y a aucun médicament Big Pharma, pharmaceutique qui pouvait m'aider. Je ne pouvais plus prendre d'hormones, c'était en train de me donner le cancer. Ça fait que tout ça pour dire que je suis tombée un jour j'ai mangé un muffin au cannabis au 60e de mon mari, puis ça a éliminé tous mes symptômes. Fait que j'ai fait 2 ans de recherche pour m'apercevoir que c'est connu que le THC, le CBD, la plante de cannabis enlève 100% des symptômes de la ménopause, mais on ne veut pas en parler parce que les compagnies ne feraient plus d'argent. Donc, moi, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont dit qui c'est qui va aller là? Il faut briser des glaces puis parler des choses difficiles. Moi, j'ai fait, moi, je vais aller. Fait que je suis venue. Et puis, j'ai fait ça pour le cannabis, qui n'a pas été facile parce que c'est là où ce qui a commencé, j'ai réalisé, c'est une plante médicinale, la plus vieille, 28 millions d'années, puis qu'on s'en sert pour 108 maladies, puis au-dessus de 700 symptômes. C'est impossible de mourir d'une overdose de plantes de cannabis. En fait, c'est ça. Il y a des médecins avec qui j'ai interviewé, puis je travaille. Un endocrinologue a dit il faudrait se tourner vers la plante de cannabis pour n'importe quel mal, et dans 80% des cas, ça serait réglé. Dans le 20%, on va vers la Big Pharma. Ce n'est pas un discours qui est très populaire, mettons. Ni parler de pot. Lucie, elle parle de drogue, elle a trop fumé, puis là, j'ai été à Radio-Canada, on m'a ridiculisé. On m'a presque littéralement lancé des tomates. Fait que j'ai dit, OK, ça a été une pilule difficile à avaler, mais dans cette quête-là que ça a réglé mon problème, à un moment donné, je prends quelques gouttes d'huile de cannabis à tous les soirs, puis j'étais correcte pour 24 heures, pas stone, pas rien, tu prends ça quand tu dors, tu n'as plus de chaleur, j'avais une vie normale, quoi. On voulait enlever ça. Mais un médecin qui m'a dit, tu n'as pas le droit de guérir comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le droit de guérir comme ça. Si je guéris, j'ai le droit. Enfin. Mais je ne pouvais pas voyager. Je sais que c'est une longue réponse, mais c'est une question tellement importante. Et puis, c'est comment je suis devenue en vie, comment j'ai réussi à vivre seule, sans béquille. C'est important. Puis, dans cette quête-là, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, pourquoi tu ne fais pas de l'ayahuasca? J'ai dit, l'aya quoi? L'ayahuasca, une plante médicinale de l'Amazonie qu'on s'en sert depuis 10 000 ans pour traiter toutes sortes de maux. Puis j'ai dit, OK. Et puis là, on va dans le monde spirituel avec ça. J'ai dit, oui. Puis moi, je suis le pape. Moi, si tu ne peux pas toucher, si tu ne voyais pas, ça n'existait pas. Point final. Amène-moi des preuves. Ça fait que j'ai fait quelques mois de recherche, puis j'ai dit, c'est intéressant. J'avais peur, une peur extraordinaire, mais enfin, j'ai fait l'ayahuasca, puis une des cérémonies, j'ai demandé à la plante, j'en peux plus de la ménopause. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne suis plus capable, je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller dans le pays, on m'appelle pour des conférences, je ne peux pas y aller. Fait que j'ai pris, puis la plante, elle m'a fait, on parle avec la plante, on rentre dans le monde spirituel, effectivement, et puis elle m'a fait me pardonner et pardonner
tout dans ma vie, me pardonner pour tout ce que j'ai fait, puis pardonner tout le monde pour tout ce qu'ils ont fait. J'ai passé 6 heures à pardonner. Je suis rentrée là-dedans, dans la cérémonie, avec une ménopause de 10 sur 10, puis je suis sortie avec 0 sur 10. Puis c'est encore comme ça. Donc, le pardon, c'est une médecine extrêmement puissante aussi. Ça, je le sais, je l'ai expérimenté, puis je connais beaucoup de gens aussi qui l'ont fait. Donc, tout ça pour dire que j'ai changé de vie. J'ai changé de vie parce que j'ai réalisé, nous autres en Occident, surtout, on a le corps, le cœur et la tête. On oublie l'esprit. Là, j'ai réalisé l'importance de l'esprit. J'ai fait, je sais pas, quelques cérémonies d'ayahuasca, j'ai réglé d'immenses problèmes. J'ai plus jamais depuis pris un antidépresseur, vu un thérapeute, j'ai jamais été aussi heureuse. J'ai jamais. Donc, c'est une plante qui a une valeur extraordinaire, mais qui est ridiculisée par le monde occidental. Puis c'est ça maintenant, je suis dans cette lutte-là ou de pouvoir accepter des choses qu'on ne voit pas, de pouvoir accepter que le pardon, la gratitude et l'amour, ce sont des médecines aussi puissantes que la chimiothérapie, les Tylenol et les antidépresseurs. Donc, c'est moi, il a fallu que je vive ça pour pouvoir en parler. Et c'est comme ça maintenant que je vis. Avant, j'avais besoin de l'aide extérieure pour vivre et mon mari m'a aidé, mes thérapeutes m'ont aidé, mes enfants m'ont aidé. Et moi aussi là-dedans, il faut me donner un petit peu de crédit. J'ai travaillé fort, là, j'essayais de m'aider. Mais maintenant, c'est moi qui m'aide. Okay. Parce que j'ai réalisé que oui, il y a de l'aide à l'extérieur, mais toutes les réponses et le bonheur et l'aide existent à l'intérieur. La question, c'est de savoir comment y aller. Alors, c'est ça, j'ai mon dernier livre est sur ce sujet-là. Et il y a aussi un hommage aux femmes, surtout les femmes, aux autochtones, surtout les femmes autochtones qui ont le secret de la pérennité de l'humanité, puis on les ridiculise quand ils se battaient dans l'ouest du Canada pour préserver un parc quelconque, des rivières, je ne sais pas trop, là, contre l'exploitation de combustibles fossiles. Notre gouvernement canadien a engagé des snipers pour tuer des cocoums. OK? Ils n'ont pas tiré, mais ça ne fait rien. Et juste l'idée, lorsque regarde ce que ce même Canada a fait hier en déclarant l'état d'urgence contre son propre peuple, avant même de s'asseoir avec lui, Mandela a dit, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je ne négocie pas avec la rue. Mandela négociait surtout avec la rue. Alors, enfin, là, juste pour expliquer comment j'ai réussi à vivre, ben, c'est un peu ça. Mais en tout cas, moi, je vais passer la parole à Sonia dans 30 secondes, même pas, mais tu as le cœur sur la main, puis toute la générosité du monde, parce que présentement, ce qui est tough après 2 ans de pandémie, c'est qu'on sait que la santé mentale, puis toutes sortes de défis que l'humain vit dans différents contextes, puis d'en parler aussi ouvertement, puis de parler de ta trajectoire. En tout cas, moi, je vais faire de la publicité pour ton livre. Je ne l'ai pas lu encore, mais je l'ai acheté. Je l'attends. Mais ceci dit, merci de cette générosité puis cette ouverture, parce que je pense qu'il faut de l'espace comme ça pour en parler. J'avais un ami, Jacques, qui disait qu'il faut parler vrai. Puis c'est ça qu'on a aujourd'hui avec notre entretien avec toi. Puis tu as ouvert la porte. On n'a plus le temps de oui, il faut parler vrai. Puis c'est important de le faire. Puis surtout la santé mentale qui est vue. Non. Pourquoi se taire pour ça? Fait que oui, il faut en parler. Puis on s'aperçoit aujourd'hui avec la pandémie, ce qui nous manque le plus dans la société, parce qu'on a fait l'ingénierie de tout à l'extérieur de nous. On a des pilules, on a des maisons, on a des chaufferettes, l'Amazon, il nous livre plein d'affaires, mais on a oublié l'ingénierie intérieure. On s'aperçoit maintenant qu'on n'a pas les outils pour faire face à une catastrophe, à une pandémie ou à une dépression. C'est ça qu'il faut aller chercher. Puis c'est prouvé maintenant, scientifiquement, que tu mets la méditation dans les classes primaires, 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Il y a moins d'intimidation, les résultats scolaires augmentent, la maladie descend, l'absentéisme baisse. Je veux dire, c'est prouvé. Pourquoi est-ce que... Parce qu'on ne le voit pas. C'est ça, moi. OK, je me permets. Non, faut pas que tu te taisses, l'entrevue est avec toi, mais ceci dit, tu as fait un petit clin d'œil tu fais toujours ça, en tout cas, dans tes écrits, dans tes propos, dans tes entrevues, tu sais, entre le saut Québec, Afrique, tout ça, puis tu viens de le faire en nous parlant, de dire ce qui s'est passé hier dans notre pays ici, au Canada, au Québec, puis versus comment Mandela, lui, a choisi d'agir autrement. Je vais passer la parole à Sonia, qui va nous amener dans le volet Mandela, Madiba et Jay aussi, qui a joué un rôle clé. Sonia, la parole est à toi.
Oui, ben moi justement, je suis bien contente que vous ayez mentionné justement le rôle de la société civile, puis l'impact que peuvent avoir le peuple dans le changement, puis le lancement d'initiatives d'impact. Puis vous mentionnez justement Mandela. Alors moi, ma question, c'est ça, c'est quel était son rôle? Enfin, comment je sais que vous étiez marié justement à Jane Eydo. Je suis tout. Vous êtes marié à Jane Eydo, pardon. Je me... Mais c'est ça. Quel a été son rôle auprès de Mandela? Puis surtout, quel a été l'impact de la présence de Mandela dans votre vie? Oh mon Dieu, ça a changé ma vie. Ben, ça, il y a trois questions, là. Fait que, mettons, je commence avec celle de Jay, c'est quel a été le rôle de Jay dans la vie de Mandela. Alors, il faut comprendre que l'apartheid, c'est un système politique, un des pires systèmes politiques au monde qui est basé sur la couleur de la peau. Tu valais rien, tu étais moins que de la merde. Donc, l'ANC, le Congrès national africain, a fait ça sur le côté de la lutte politique. COSATU, le Congress of South African Trade Union, le plus grand congrès de syndicats sur le continent africain, en fait, il y a quelques millions de travailleurs. Jay est secrétaire général fondateur de COSATU. Donc, COSATU, c'était le pendant économique de l'apartheid. Si politiquement, on avait des lois, économiquement, on exploitait, c'était le cheap labor, c'était la main-d'œuvre bon marché. Parce que la peau était noire. Donc, il fallait aussi s'attaquer au niveau économique, toutes les mesures économiques, les grèves, par exemple, que Jay faisait dans le pays, où il fermait le pays pendant 3 jours. Ça faisait extrêmement mal au portefeuille. Puis à la fin, en 1990, quand Frédéric de Klerk a libéré Mandela, c'est pas parce qu'il a dit « Oh, pauvre noir, j'ai fait une erreur, faudrait que je libère. » Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que ça ne marchait plus économiquement. Les coffres étaient vides. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors, c'était parce qu'il était acculé au mur. Puis il a essayé même de garder l'apartheid dans la Constitution, puis il a été défait. C'est pour ça qu'en 1996, il a laissé son poste de vice-président. Mais donc, Jay, c'était l'homme libre à l'extérieur des murs de la prison qui pouvait agir sur le terrain. Donc, les deux ensembles, politique et économique, ont pu paver la voie vers la démolition de ce régime de l'apartheid. Ça, c'était le rôle de Jay auprès de Mandela. Puis quand il est devenu ministre dans son cabinet, ben Jay, c'était son bras droit. C'est Jay qui est allé chercher Mandela le matin du 11 février 90, pour aller sortir de la prison. C'est Jay qui est allé. Hein, Jay est un autre gars, mais c'est juste pour dire comment proche il était. Et puis, à 3 heures de la nuit, quand le téléphone sonnait, là, c'est « Allô, Lucy, are you sleeping? Is Jay there? » Tu sais, je veux dire, OK, lui, il se lève à 3 heures, puis sa première personne qui appelait, c'était Jay. Donc, on voyait qu'il y avait Parce que Jay, il faut dire, puis je ne le dis pas parce que c'est mon mari, là, OK, là? Je ne le dis pas parce que c'est mon mari, parce que je serais divorcée si ce n'était pas vrai. Jay n'a pas eu une position de pouvoir parce que moi, je vais être ministre, moi, je vais être dans le gouvernement. Non, parce qu'il a été poussé là, c'est un militant politique, c'est pas un politicien. D'ailleurs, les 2/3 de l'Assemblée nationale en Afrique du Sud étaient des prisonniers, des militants politiques et non des politiciens. Donc, parce qu'on dit que le pouvoir corrompt, oui, mais il attire les corrompus qui sont corrompables. En tout cas, qu'on peut corrompre. Corruptible. Donc, Jay, il a gardé son intégrité initiale depuis la journée où je l'ai rencontré. Jamais. Lui, il a mis des gens à la porte de COSATU pour avoir volé un T-shirt. Tu voles 10 sous, ça fait rien, c'est 10 sous, 1 million. Donc, quelque part, il y a quelque chose de corrompu à l'intérieur de toi. Donc, Mandela le savait, ça. Il savait que Jay est incorruptible. Tu ne peux pas le corrompre. La journée qu'il sera corruptible, Lucie Pagé, elle va le divorcer. Tu comprends-tu comment c'est important, ça, Sonia? Donc, réponse de Jay. Mandela, moi, je vais te dire comment moi, il a changé ma vie. Quand je donne des conférences maintenant dans les écoles, puis je demande aux jeunes, il y a 500 jeunes devant moi. Là. Je dis, belle, c'est propre ici. Qui c'est qui fait votre ménage ici? Comment s'appelle votre concierge? Là, c'est le silence pour 500 personnes. Je dis, hey! Comment s'appelle la personne qui ramasse votre pipi, votre caca tous les jours, là?
Est-ce que vous venez à l'école avec une brosse à toilette? Cette personne-là qui ramasse votre marde à tous les jours, si elle ne travaille pas pendant 24 heures, vous allez le savoir son nom. Donc, elle a un nom, cette personne-là. C'est un être humain qui a une famille, qui a une fête. Pourquoi vous ne souhaitez pas bonne fête? Pourquoi vous ne dites pas merci de travailler dans l'anonymat tous les jours pour nous? C'est ça que j'ai appris de Mandela. De connaître ces gens-là qui vivent invisiblement, les portiers, ceux qui font la vaisselle. Mandela, il s'élevait dans un restaurant, puis elle allait en arrière pour savoir c'est qui les plongeurs, pour savoir merci d'avoir lavé ma vaisselle. Il faisait venir les femmes de chambre, merci de faire mon lit. Parce que ces gens-là, qui ouvrent nos portes, puis qui polissent nos souliers, puis qui lavent nos voitures, puis qui lavent notre neige, ces gens-là, s'ils arrêtaient de travailler, la planète s'effondrerait. Ce sont ces gens-là qui nous font vivre. Puis c'est ça la base de l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Il n'y a rien ici. Moi, je porte un gilet, la laine, elle vient de où? Qui l'a tissé? Qui l'a amené au magasin? Le livreur, le camion? Qui a fait pousser le coton? Moi, j'achète juste du coton bio. Hein? Moi, je suis une fille bio. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis parce que nous sommes. Puis en Occident, moi, je vis dans un pays où je suis parce que je suis. Parce que quand on demande à mes enfants, qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es en Afrique du Sud? Le sirop d'érable. Puis qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es au Québec? L'Ubuntu. C'est ça qu'ils répondent. C'est l'Ubuntu. Le monde, maman, ils pensent juste à eux autres, ils ne pensent pas. Puis ça, la journée qu'on va s'apercevoir qu'on est tous connectés, que ce que je fais, moi, c'est qu'on a une toile énergétique. Un bébé naît, rentre dans la toile énergétique, va bouger un petit peu. On dit que ce n'est pas perceptible, mais pour ça, si on envoie des énergies positives, on affecte toute la toile énergétique. Ça, c'est Mandela qui a changé ma vie à ce niveau-là. C'est Mandela, parce que lui, il a passé 27 ans en prison. Comment il a fait 27 ans dans sa cellule? Moi, je fais une routine de Sadhguru, qui est un grand sage indien, tous les matins. Puis lui, il dit, if you can't go outside, go inside. Si tu ne peux pas sortir dehors, va à l'intérieur de toi. Puis c'est ça qu'a fait Mandela. J'ai fait la préface, je n'ai pas mon livre ici, la préface du livre de Mandela, Lettres de prison. C'est un livre qu'il faut que vous lisiez parce qu'on s'aperçoit comment spirituel qu'il était. Et c'est ça qui l'a sauvé. Et c'est ça qu'il est, Mandela. Il pense à l'autre avant de penser à lui. Il pense à lui aussi, mais il est parce que nous sommes. Puis il prêche, il pratique ce qu'il prêche. Jamais il va penser à lui avant de penser aux autres. Hein. Quand il est venu chez nous, il est venu dîner à la maison une fois, puis il est allé voir notre aide domestique, puis la nounou de mes enfants, en fait. Puis, est-ce qu'il vous traite correct, là? Oui, tu sais, puis regarder sa chambre, tout ça, parce que souvent, les aides domestiques, ils vivent dans les maisons avec nous, ils ont une chambre à part, tu sais. C'est un trou habituellement, avec la toilette dehors. Puis nous autres, quand on est arrivés dans cette maison-là, la première chose que Jay a faite, c'est de rénover, quoi? Pas la maison, la chambre. Salle de bain complète, toilette, bain, douche, une petite cuisinette, un petit salon, puis, tu sais. Fait que Mandela, il dit c'est bien. Fait que c'était ça, Mandela. Pourquoi il est si extraordinaire? Parce qu'il est profondément humain. On a oublié ce que ça veut dire que d'être humain ici, sur la planète. Moi, là, je suis fascinée. Vous nous relevez tellement de notions qui me semblent essentielles, l'humanité, la connexion, Ubuntu, tous des éléments qui sont si importants. Je vais revenir vers vous. Vous êtes devenue écrivaine. Vous avez publié plusieurs ouvrages traitant de l'Afrique du Sud, du continent africain, du racisme et de la justice sociale dans le monde. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire, à raconter? Quels sont les messages clés qui ressortent de vos écrits? Je sais que vous avez mentionné ce qui vous a motivé. Qu'est-ce qui vous a motivé? Regarde ici les marques. Là, j'ai des marques de fouet ici. Je me suis fait fouetter. Non, au début, c'est quand il m'a demandé, André Bastien, qui est le fondateur de Libre Expression, m'a appelé, je pense, en 96 à peu près, mais Mandela est devenu président en 94. Donc, c'est à peu près 96, 97. Il faudrait t'écrire sur ce qui se passe. Écrire, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Puis, je ne suis pas capable d'écrire.
Il m'a rappelé une deuxième fois. Il m'a rappelé une troisième fois. Vraiment poussé. Puis j'ai mon ami Luc Chartrand. Lucie, vas-y, t'es capable. Fais semblant. Il y a 72 chapitres. Fais semblant que c'est 72 articles. Tu sais, des petits, ça fait que j'avais zéro confiance en moi pour écrire ça. Donc, oui, j'ai été poussée. Je me rappelle quand j'ai fait du bungee du pont Victoria, là, au Zimbabwe, c'est 116 mètres. Je dis, ouais, je vais être capable, je vais être capable. T'arrives sur le bord, non, je ne suis pas capable. Puis le gars, il a juste fait tout, puis je suis tombée, tu sais. Mais c'est ça, on m'a vraiment poussée parce que je n'aurais pas écrit de livre. Donc, on m'a demandé d'écrire un livre. Puis la première version que j'ai faite, de toute façon, il a fallu que je recommence parce que j'ai écrit sur l'Afrique du Sud, l'apartheid, Mandela, tout ça. Puis après ça, ils ont dit, Lucie, tu n'as pas compris, on veut ton histoire. Ben, mon histoire, c'est quoi mon histoire? Alors, rien, mon histoire. Elle est plate, mon histoire. C'est le même, ça a commencé. Après ça, j'ai écrit, puis il dit, t'as pas fait une dépression, t'es abouti à l'hôpital psychiatrique? Oui. On veut le savoir. Ben, voyons donc. C'est là que j'ai compris comment c'est important de parler de la dépression et de la maladie mentale. Il y a un gars qui m'a écrit une lettre à un moment donné, j'ai beaucoup de lettres, mais ce gars-là, ça m'avait vraiment frappé parce que lui, il était sur le bord du suicide, il a passé 18 mois sans sortir de chez lui. 18 mois. Il était rendu sur le BS, un comptable, beaucoup de succès, puis il était rendu, il vivait d'un trou. Puis j'ai lu mon Afrique, puis je suis revenue. Parce que j'ai parlé de la dépression. Puis juste le fait de mettre des mots sur ces sentiments-là. On fait semblant que ça n'existe pas. Puis si tu es déprimé, tu as une dépression, tu as une jambe cassée ou tu as le cancer, tu as toute ma sympathie, tu as l'aide, on va t'apporter des super maisons. Fait que pour moi, j'ai compris comment c'était important. Donc, je me suis vraiment ouverte dans mon Afrique. Puis une fois que j'ai écrit mon Afrique, j'ai dit, waouh, c'est le fun, je suis capable de faire ça. Ben là, je suis partie. Eva, c'est un de mes livres préférés. Ça, c'est 15 ans de recherche, Eva, qui est un roman historique qui répond à la question, c'était quoi vivre sur l'apartheid? Puis après ça, encore un pont à traverser, c'est une autre histoire qui me trottait dans la tête. C'était adopté par l'Association des travailleurs sociaux du Québec. Ça a été, tu sais, je veux dire, parce que j'ai réuni les problématiques de la planète en un endroit, tu sais. Les femmes, le sexisme, le racisme, l'homophobie, le cheap labor, etc., tout ça. Puis après ça, ben, j'étais partie. Là. Moi, j'ai d'ailleurs un autre livre en marche, mais après ça, je me suis dit, c'est un bon moyen pour communiquer ces messages. Là, les 2 derniers livres, Sexpot et politique et Marie-Lumière, ce sont des sujets qui sortent vraiment des sentiers battus. Et vraiment, je casse de la glace, mais il faut que je garde ma tête haute puis que je poursuive parce que je le sais qu'il faut que je fasse ça. Surtout avec Marie-Lumière qui a sauvé ma vie puis qui a sauvé de la vie de plein de monde. Puis tout ce que je dis dans Marie-Lumière, bon, c'est un roman, mais j'ai rien inventé. J'ai emprunté des histoires de gens qui sont arrivés. Tu sais. Puis je suis journaliste avant tout. J'ai appris à écrire des romans avec mon roman Eva, d'ailleurs. Donc, mes livres sont pour moi double. Ça me permet d'exprimer ma passion parce qu'en journalisme, il y a presque plus de job, il n'y a plus de place pour la pige, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit. Tu sais, je me souviens, j'avais, il y a eu 42 morts en 20 semaines. Ah, t'en avais 54 la semaine passée, on va laisser faire. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais tandis que quand tu écris un livre, ben, premièrement, je peux aller de façon plus approfondie. Et puis, ça peut aider les autres. Comme Sexpot et politique, il y a une femme qui m'a écrit, votre livre a sauvé ma vie. J'ai dit, on se calme, là, sauver ma vie. Your book saved my life. Mais ça s'est avéré qu'elle était sur son lit de mort avec un cancer stade 4. Aux soins palliatifs, le médecin a dit qu'il restait moins d'1 mois à vivre, puis elle aimait lire, puis rire, puis sa mère y avait apporté, parce qu'il est en anglais, ce livre-là, ce livre-là, puis dans ma recherche, c'est que le pot, le cannabis, c'est un des plus puissants anticancéreux au monde, ça tue le cancer. Ben, elle dit, je vais l'essayer, garde, elle fait son jogging aujourd'hui. Fait que oui, ce livre-là. Fait que juste un livre, une personne, j'ai dit, ben j'ai passé 2 ans de recherche pour cette femme-là qui fait son jogging aujourd'hui. Ben c'est ça. Fait que si je peux, c'est juste à faire d'allumer une étincelle chez l'autre, pas de faire le travail. C'est de pointer la lampe de poche, de dire, regarde, il y a un sentier là, qui t'amène à une place différente, puis peut-être que plus heureuse. C'est tout que je veux faire, parce que je ne peux pas le marcher, le sentier pour les gens. Mais si je peux juste mettre une petite étincelle, je n'en demande pas plus.
Moi, j'aime ça, là, que la réponse se termine sur cette petite figure, parce que je trouve que justement, d'allumer le spot sur des sentiers encore qui n'ont pas encore été acheminés, qui n'ont pas été encore explorés, ben, c'est aussi un petit peu ce que l'ACFO fait. Notre organisme Oui, exactement. s'active à promouvoir et mettre en œuvre des initiatives d'impact qui s'inscrivent aussi dans les objectifs de développement durable. Puis je pense que on partage ça, puis cette sensibilité à ces notions-là pour changer le monde et encourager les jeunes à prendre les choses en main. Lucie Pagé, en collaboration avec votre fils, Camille Naïdo, et votre mari, l'homme politique, vous avez publié l'essai et les échanges épistolaires Demain, il sera trop tard, mon fils. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Ça a été difficile au début parce que mon éditrice, parce que j'y parlais souvent, on avait des soupers ensemble, puis elle dit, Lucie, je voudrais tellement ça t'écrire un livre sur tout ce que tu racontes, les valeurs, puis l'intégrité, puis le respect, puis l'Ubuntu. Je dis, OK, je vais penser à ça. Mais j'ai passé 2 ans à penser à ça, mais je dis, comment je parle de ça? L'intégrité, puis je te mets je prenais des notes, mais il y avait quelque chose qui ne débloquait pas. Puis à un moment donné, Camille a dit à 18 ans, il dit, maman, je veux changer le monde, mais pour le changer, il faut que je le comprenne. Fait que je m'en vais, je fais le tour du monde pendant 1 an. Bye. OK, bye. Il est allé dans les favelas au Brésil, il est allé passer du temps avec ceux qui ont commencé la révolution printemps arabe en Tunisie, il est allé chez les Dalits en Inde, les Intouchables, enfin. Et puis, c'est là qu'il a fait un vipassana parce que pour changer le monde, il y a juste une chose à faire. Puis ça, Camille l'a compris, c'est qu'il faut se changer de soi-même. Puis on change tout. Ça fait que à un moment donné, il était parti, ça faisait 3 semaines, presque 1 mois qu'il était parti, puis j'avais toujours pas de nouvelles. Puis on essayait d'avoir des nouvelles, puis finalement, je reçois une lettre de 18 pages. Puis il m'écrit, puis à mesure que je lis, je dis, je viens de trouver mon livre. Parce que Camille parlait exactement de avec ses expériences. J'ai dit, ça va être une conversation entre mère et fils sur l'état de la planète qu'on laisse à nos enfants et ce qu'ils devront faire pour assurer leur survie. Parce qu'en ce moment, mes petits-enfants ne se rendent pas à l'âge de la retraite. La science le dit. Oh, bien, il y en a qui disent, cette science-là, je l'accepte, mais cette science-là, je ne l'accepte pas. Bien, la science qu'on accepte dit que mes petits-enfants ne se rendent pas à l'âge de la retraite. C'est grave comme ça. J'ai dit, il faut faire quelque chose parce que demain, il va être trop tard, mon fils. J'ai écrit un poème là-dedans, 4 vers, qui m'a jeté à terre. Elle m'a donné des larmes aux yeux, puis j'allais tout le monde, regarde le poème que mon fils a écrit, il est beau, il est beau. Ils ont dit, elle, là. Ben oui, c'est ton fils, Lucie. Mais moi, je suis capable de reconnaître des plumes. Puis je disais pas ça tantôt parce que je disais pas ça parce que c'était mon fils. J'ai dit, oh, ouais, vous ne me croyez pas? Fait que sans le dire à personne, même pas à Camille, je l'ai inscrit au concours national de poésie du Canada, dont le jury était à Vancouver. Ben, il a gagné. Ça fait que je le sais que Camille a une plume. Ça fait que j'ai proposé ça, fait que ça a bien été, ça a pris 2 ans peut-être écrire ce livre-là, ça a bien été au début, puis après ça, à mesure qu'elle allait, Camille, il fallait qu'il se découvre qu'il y avait beaucoup de misère avec ça. Ça fait que ça a été tough les derniers 6 mois. Même à un moment donné, il dit, on ne publie pas, maman. Puis j'ai dit, non, on est rendu trop loin. Ça fait que ça a été très difficile pour lui parce qu'il m'a dit à un moment donné, maman et papa, vous m'avez donné une conscience pour voir, pour être éveillé, pour voir vraiment ce qui se passe. Mais je le vois, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'aille me pendre. Ça m'avait frappé, ça. Parce il y a beaucoup de choses dans Demain, il sera trop tard, mon fils, que mon éditeur a enlevé, puis il dit, Lucie, s'il dit trop la vérité, on va se pendre. Comme, je ne sais pas, moi, la calotte glaciaire qui fond, qui dégage le méthane. Donc, non seulement la glace n'absorbe plus le méthane, elle va dégager le méthane qui s'est libéré qui est emmagasiné pendant des millions d'années. David Suzuki, avec qui j'ai fait une entrevue, il a dit ça, c'est juste un des 11 scénarios catastrophes. Veux-tu les 10 autres? J'ai dit non. Je suis sortie de l'entrevue en pleurant. C'est là que j'ai fait ma dépression, mon burn-out. À cause de ce livre-là, à cause des entrevues que je faisais avec les scientifiques. Puis quand je donnais des conférences dans les écoles, puis les enfants, les jeunes, ils arrivent en pleurant dans mes bras. Oui, mais vous me comprenez, mais on sort dehors après ça, on apprend des choses à l'école, puis on sort dehors, puis ils ne veulent plus nous écouter. On sait que la planète est essoufflée, puis qu'on ne survivra pas. Ça fait qu'il me posait une question. Êtes-vous optimiste, Mme Pagé?
est-ce que j'avais le droit de dire qu'on est pessimiste quand c'est ma génération qui a... Excuse le langage. Non, il faut rester optimiste. Et il y a lieu d'être optimiste. Et comment rester, Camille, comment est-ce qu'il reste positif et optimiste dans tout ça? Il fait de la méditation, du yoga tous les jours. Parce qu'avec l'information qu'il a, ça sera assez pour le tuer. Puis c'est ça la détresse qu'on voit chez les jeunes. La détresse en temps de pandémie, puis la détresse pour la planète, puis les folies que notre gouvernement fait en exploitant, en subventionnant l'exploitation des combustibles fossiles, on le sait que c'est finance notre extinction en finançant les combustibles fossiles. C'est ce qu'ils font. Alors, comment est-ce qu'on demande aux gens, aux jeunes surtout, de rester de bonne humeur, être passionnés, être positifs et optimistes? Ben, ça revient encore à mon livre Marie-Lumière, ça revient à l'intérieur de soi. Puis c'est ça qu'il faut développer. Puis ça urge. Ça urge plus que jamais parce on ne pourra pas ramasser tous ces suicides et ces cas de dépression et des loques. Moi, parce que quand on est déprimé et en burn-out, on est une loque. Je ne sers à personne. Fait que le meilleur service qu'on peut donner à l'humanité, la meilleure chose qu'on puisse faire pour l'humanité, c'est de se guérir soi-même de ses blessures, de ses traumatismes, de ses peines. C'est d'éliminer sa colère, sa vengeance, sa frustration, sa jalousie, sa honte, sa culpabilité. Je peux continuer. C'est d'éliminer ça parce qu'on ne sert à rien, on devient un poids pour la société. Si on se guérit soi-même et qu'on fait face à sa propre guérison et à son propre traumatisme, là, on peut changer quelque chose. Là, on peut aider le monde. Fait que Camille, ça a été mon prof là-dedans. Ça a été mon gourou. Oui, c'était moi la maman, là. Mais c'est lui qui m'a emmenée sur ce chemin-là. Parce qu'il m'a appelé de l'Inde à un moment donné, puis il dit, maman, je viens de faire un Vipassana. Ah, puis il m'a parlé pendant une demi-heure de temps de ce que c'était. J'ai dit, wow! Il dit, tu devrais le faire. J'ai dit, je ferai ça un jour. J'ai dit, non, maman, je ne raccroche pas la ligne jusqu'à temps que tu trouves un trou dans ton horaire. Ouvre ton calendrier, là, puis j'attends. Quand tu vas le faire? On était en février, puis en mai, j'étais en Inde, puis je faisais mon Vipassana. Il m'a poussé. Puis là, je le comprends aujourd'hui. Puis si Camille, c'est une vieille âme, quand ça ne va pas, je pleure, quoi que ce soit, j'appelle Camille, la même médaille, le même tableau, il va voir d'autres choses dedans. Puis je peux continuer. Puis il en faut des jeunes comme ça. Ça fait que le livre « Demain sera trop tard », mon fils m'a sauvé la vie, en fait, parce que je peux être productive maintenant. Puis c'est grâce à mon fils. Puis Jay, c'est une grande voix de sagesse. J'ai fait écrire un article un texte dans chacun des chapitres. Puis si vous lisez son texte sur les femmes, qui est extrêmement puissant, si on avait tous les hommes, voyait-elle qui opine du bonnet, si tous les hommes pouvaient agir ainsi devant une femme, on n'aurait pas la planète qu'on a. Je t'avoue que je suis très émue de t'entendre parce que je reconnais dans Camille aussi un de mes fils qui, lui, a pris la route de la dépression, conscient de tout ce qui se passe dans le monde et de voir aussi comment ton fils a cheminé là-dedans puis comment il t'a amené à cheminer là-dedans. Encore là, quel trio fascinant que vous avez fait. Puis oui, j'en ai lu je l'ai lu, puis t'as publié aussi sur les médias sociaux des bribes ici et là pour accrocher les gens. J'ai l'impression que beaucoup de monde ont bu vos paroles. Puis c'est aussi un projet mère-fils, ça crée une intimité qu'on vit pas souvent. Ouais, puis tu sais, tu as dit, ça amène de la lumière, ça amène de l'optimisme, puis il y a énormément de défis sur la planète, il y a la détresse humaine qui est profonde, surtout avec tout ce qui se passe présentement. Malgré tout, la pandémie a aussi mis en lumière que quand on n'a pas tant d'avions dans le ciel, la planète se porte mieux. Quand on appuie l'achat local, parce qu'on était obligés, les gens ont été obligés de s'informer localement, ben les gens on est en train de se développer des habitudes. Puis j'espère que c'est ça qui va rester après cette pandémie, parce qu'on va vivre avec, ça ne passera pas, on va vivre avec. Mais ceci dit, puis juste pour conclure l'entrevue, je vais revenir
parce que tu as mentionné l'importance d'être optimiste. Puis il y a un homme, tu en as parlé, Mandela, je m'en sers beaucoup en économie sociale et solidaire. Hein. C'est souvent la diapo que je mets au début. Il a dit, l'homme a créé la pauvreté, il a le pouvoir de la détruire, de l'éradiquer. Et puis là, les gens disent, ben voyons donc, c'est quoi notre pouvoir là-dedans? Ça démarre une réflexion collective. Ceci dit, est-ce qu'il est trop tard de continuer d'y croire? On peut rester optimiste, mais d'y croire et d'agir, est-ce qu'il est trop tard d'agir? Et quelles seront tes prochaines actions dans les prochaines années, seul ou avec les membres de ta famille ou avec les mouvements, avec les médecins, ou pas les médecins, les ressources que tu as mobilisées autour de toi, puis vous êtes en train de changer le monde? Est-ce qu'il est trop tard pour le changer? Notre monde, ce monde, la planète? Il n'est jamais trop tard tant qu'on a notre cœur bas. Alors, si ton cœur est bas, il n'est pas trop tard. Et puis, ça, c'est bien important de... Puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme mon fils, lui, Camille, il nous l'a rappelé, qu'est-ce qui s'en vient sur la planète? C'est pas très beau. Mais il faudrait, ça, c'est pas à moi de le faire, mais si on peut lancer l'idée, réformer notre système d'éducation. Parce qu'apprendre le nom du général de la Deuxième Guerre mondiale en 1942 qui a sauvé 12 personnes, ça ne changera pas le monde. Mais apprendre à semer dans des sols propres, apprendre à s'aimer, à semer et à s'aimer, apprendre à aimer, apprendre le yoga et la méditation, apprendre à faire à manger, ce qu'on mange, on est, apprendre tout ça. Donc, on est rendu apprendre à se loger, apprendre à se nourrir, apprendre de façon durable. C'est ça qui va, c'est là qu'il faut aller. Et puis, on se fait ridiculiser, Ethel et Sonia. On regarde là-dedans. À vie d'un nuage, là, tu sais. Ah oui, parce que suivre la bourse de Toronto, c'est ça qui va nous sauver. Quand notre Dieu extérieur s'est rendu de l'argent, tout est monnayable, même la santé, même les personnes sont monnayables. Il faut sortir de tout ça. Et puis, j'ai envie de dire, on sait ce qu'il faut faire. Puis de le dire et de le faire, c'est en ce moment, surtout en Occident, c'est de se faire ridiculiser. Mm-hmm. Bon, ben, go, soyons ridiculisés et changeons le monde. Exactement. Ben, tu vas être contente, Lucie, parce qu'aujourd'hui, en Ontario français, on est peut-être une petite minorité dans un monde dominant anglophone, mais aujourd'hui se passent les États généraux de l'éducation en français en Ontario parce que les jeunes, les profs, les parents, la communauté, les organisations et même les entreprises, on s'est dit, ça n'a pas d'allure, il faut le changer, le système ensemble. Puis c'est ça se passe présentement, là, juste après qu'on va se laisser, ça se passe en ligne avec des gens de partout en province et c'est la base de tout, hein, s'éduquer. Ceci dit, au nom de l'ACFO SDG, on te remercie, Sonia et moi, chère Lucie, pour ce moment mémorable et aussi vrai, authentique, mais plus que ça, tu nous ramènes là, à l'ADN de ce que c'est être humain, puis être humaine. Puis merci beaucoup du fond du cœur, ma chère. Bien, merci à vous. Puis les organismes comme l'ACFO, ce sont des organismes comme ça qui me font croire en la richesse de l'humanité. Alors, merci. Merci infiniment.